Donald Trump, lui, son rêve, c'est d'être jacksonien. Andrew Jackson, qui avait d'ailleurs remboursé complètement la dette américaine, au passage. Trump a annoncé dans le même temps, au passage aussi, personne n'a noté ça, il a dit « Je confirme qu'on va supprimer l'impôt sur le revenu ». Tu vois, tac, tac, maintenant, avec tout le pétrole qu'on va avoir, parce que clairement, c'est ça que ça veut dire la doctrine Monroe, République bananière, République pétrolière, on récupère les stocks de pétrole du pays qui a les plus grands stocks au monde, loin devant la Russie, même si c'est du heavy et du sour. Et la doctrine Monroe, donc, c'est aussi, c'est la Chine, ce qui est nouveau, parce qu'évidemment, la doctrine Monroe, on s'en foutait de la Chine n'avait jamais mis le pied sur le continent américain, sur l'hémisphère occidental, comme disent les Américains. Là, on est d'accord, Sylvain, pour te rendre la parole, que c'est vraiment la Chine qui était le problème depuis le début. C'est elle que les Américains, que Trump voulait bouter hors de l'Amérique. Oui, c'est l'épisode 2, si je peux me permettre cette qualification, puisque le premier, c'est avec l'histoire du contrôle des ports à chaque bout du canal de Panama. Rappelons-nous, les entreprises chinoises se sont emparées de manière tout à fait légale, en droit du commerce, du contrôle de ces deux ports qui sont de chaque côté, chaque extrémité du canal de Panama. Donc c'est pour ça que Donald Trump disait, mais nous, on va récupérer le canal, etc., en disant c'est nous qui l'avons construit. Et là, que vient-il nous dire ce soir? Exactement la même chose. Il dit tout ce qu'on va réparer au Venezuela, c'est nous qui l'avions de toute façon installé. Il y a toujours cette idée, on va rembourser le peuple vénézuélien qui a été spolié. Bon, alors là, c'est pareil, oui, effectivement, là, c'est la doctrine Monroe, parce que on n'a jamais vu les Américains s'inquiéter du sort du peuple de tel ou tel pays latino-américain. Alors que là, ce soir, je trouve qu'il a beaucoup insisté sur cette notion de reverser les dividendes. Il dit on va arriver avec les meilleures compagnies pétrolières qui vont investir des milliards pour réparer ce qui nous appartient et qui avait été détruit et qui nous avait été spolié. Et puis, ça va faire rentrer beaucoup d'argent pour nous, mais aussi pour le peuple vénézuélien. Et on va, puisque un journaliste lui pose la question, mais et les Chinois dans tout ça? Ah, mais on va en vendre aux Chinois. Alors, il n'a pas dit aux Chinois directement, il l'a dit implicitement, on va en vendre aux autres, il n'y a aucun problème. Et il a bien nommé que dans les acteurs qui sont à la tête aujourd'hui du cours du pétrole, si on peut dire ainsi, il y a les États-Unis et la Russie. Et donc, les Chinois qui en consomment beaucoup, ils pourront en acheter aussi. Toutes les nations qui en auront besoin vont pouvoir en acheter. Voilà, c'est complètement nouveau, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose qui, encore une fois, alors va déstabiliser tous les petits laquais du système, parce que le maître, quand il donne des ordres, faut que ce soit de manière feutrée, faut que ce soit de manière cachée, faut que ce soit de manière invisible presque. Là, lui, il dit les choses. C'est fini de faire semblant, c'est fini de jouer aux imbéciles et de prendre finalement les autres pour des imbéciles. Oui, on vient là pour le pétrole, on a besoin de ce pétrole pour de notre économie. Alors, il devrait ajouter, moi c'est ce que j'explique aux gens depuis 1 an, notamment par rapport à tout ce qu'il fait avec les Russes, par rapport aux problèmes que posent les Russes avec le pétrole qui refile à l'Inde et compagnie. Donald Trump est l'homme du lobby pétrolier aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est l'homme politique qui a été propulsé par le lobby pétrolier américain pour prendre la tête du pays, pour réindustrialiser le pays notamment. Et donc, il leur doit, entre guillemets, son élection, parce que tout milliardaire qu'il est, il a quand même fallu que ces hommes-là l'aident en argent sonnant et trébuchant. Et c'est pour ça qu'il met autant d'ardeur depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche l'année dernière, pour dire, voilà, tout ce qu'il faut, c'est faire de telle sorte à ce que le cours du pétrole soit maintenu à un certain niveau pour que mes amis qui m'ont porté à la présidence à nouveau, ils trouvent leur compte. Voilà. Ou alors qu'on puisse avoir accès à des réserves comme là. Mais cette parenthèse sur le cours du pétrole est très intéressante parce que Trump est quand même, il est funambule là. Si le pétrole monte trop, les Russes ont un pouvoir de négociation illimité sur l'Ukraine. Et si le pétrole monte trop, je te rappelle que pendant toute l'élection de Trump, toute la campagne, les MAGA, donc Make America Great Again, collaient des autocollants avec Biden qui faisait comme ça sur la pompe, qui montrait le prix du pétrole à la pompe en disant « I did that ». Donc Trump a besoin que le baril, et c'est bien pour ça qu'ils ont attaqué un vendredi, pour que le baril ne monte pas pendant que la bourse n'ait même pas le temps de prendre en compte cette opération. Trump a quand même besoin d'un baril à 70, quoi. Voilà, mais pas à 60. Et les Russes, pour le moment, ont tendu à le faire descendre jusqu'à 60 avec leur système, avec l'Inde notamment, pour les couler sur les marchés mondiaux sans
sans se prendre la tête avec les sanctions. Et puis après, il y a l'autre grand problème qui a été posé par même avant presque, hein, c'est simultané à l'opération militaire spéciale en Ukraine en 2022. C'est le problème saoudien, parce que voir ce qui s'est passé hier hors du grand problème de la géopolitique mondiale et de l'influence des États-Unis avec le pétrodollar, c'est oublier l'acteur saoudien. Et l'acteur saoudien, depuis 2022, il a commencé à traiter avec Pékin, on revient à nos amis chinois, en disant mais c'est bon, maintenant on peut faire ça en yuan. Et donc là, autre problème pour les États-Unis, c'est-à-dire que le cours du pétrole est un peu trop bas et en même temps, on a le grand allié stratégique sur le pétrodollar qui est l'Arabie Saoudite depuis le pacte du Quincy en 1945 entre Franklin Roosevelt, hein, parce qu'on va beaucoup parler aussi de Théodore tout à l'heure, mais entre Franklin Roosevelt et puis le grand-père de Mohammed Ben Salman, si je compte bien en termes de génération, voilà, ça aussi s'était remis en cause. Et on sait aujourd'hui qu'en plus de ça, Mohammed Ben Salman est en voie de réconciliation de manière permanente et exponentielle avec Téhéran, qui traite également avec la Chine au niveau du pétrole. Bref, il y avait le feu au lac pour les Américains et pour Donald Trump de reprendre le contrôle ou en tout cas le leadership sur le marché mondial en se mettant sous la main les plus grandes réserves de pétrole du monde. Et en ayant un atout qui est pas négligeable du tout, c'est qu'effectivement les compagnies américaines sont probablement les seules à être capables d'extraire et de raffiner le pétrole vénézuélien, qui a une caractéristique d'être du pétrole dit lourd, hein, qu'il faut raffiner beaucoup plus que du pétrole de la péninsule arabique, et donc et dans des quantités, je dis pas qu'il y a personne d'autre qui a la technologie, mais dans les quantités où il faut pour en profiter, les entreprises américaines ont aussi le leadership là-dessus. Et moi, je suis pas naïf, mais je me dis que Donald Trump étant quelqu'un de tellement en rupture avec l'ensemble de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je pense qu'il a très bien compris que finalement, il fallait pas laisser le peuple vénézuélien à la marge de ce qu'il va vouloir faire demain, parce que sinon, il va se prendre dans la figure ce que sont pris tous les gens qui ont appliqué la doctrine Monroe, même avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des rébellions. Hein, je rappelle, les sandinistes sont pas nés en 1979 au Nicaragua, ils sont nés avec l'Indien, le chef indien Sandino, dans les années 20. Hein, c'est pour ça que leurs descendants se faisaient appeler les sandinistes en référence à lui. Donc Trump, je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il y ait, comme c'est un businessman, de l'ordre. Et pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait quelque part un peu de justice. Alors je ne vais pas mentir en disant demain ça va être un État socialiste rêvé, hein, où tout le monde va profiter de la manne pétrolière, mais je pense que ce sera pas la recette des Chicago Boys appliquée au Chili en 1974-76. Voilà, pour donner un écart, Trump va se situer, je pense, sur une politique médiane où effectivement il y aura une part de cette manne pétrolière qui sera redistribuée à destination du peuple vénézuélien pour ne pas s'aliéner son soutien. Un point très important que tu as souligné là sur le sandinisme, il y a eu une volonté, sur X, les gens ont commenté parce que l'armée américaine a frappé la tombe d'Hugo Chavez. Bon. Alors, il faut rappeler que Maduro, c'était pas Chavez. Il se trouve que dans mon audience, et je vous rappelle aussi, vous n'êtes pas du tout obligé de vous aligner sur notre point de vue. Nous, on est là pour vous filer un point d'ancrage, et vous pouvez réfléchir à l'opposé de ce qu'on vous raconte, la dialectique, vous pouvez faire l'antithèse ou la synthèse de ce qu'on décrit. Il se trouve que bien sûr, Sylvain et moi, on est quand même en communauté d'opinion, hein, vous le savez bien, donc là, on va pas trop s'opposer intellectuellement. Mais vous, de votre côté, on n'est pas là pour vous dire quoi penser, vous pouvez tout à fait vous inscrire d'une façon antithétique à ce qu'on raconte, hein, ça fait partie de l'ADN de cette chaîne. Il se trouve que dans les gens qui me suivent, j'ai des Vénézuéliens qui étaient très profondément anti-Maduro, et des Vénézuéliens marxistes qui, eux, évidemment, étaient pro-Maduro, mais qui, en général, avaient tous le bon goût d'être des expats, hein, parce que, quand même, la situation au Venezuela était pas bonne, l'hyperinflation, etc. Maduro, dans tous les cas, que vous soyez marxiste, bolivariens, parce que techniquement, Chavez était bolivarien, se décrivait bolivarien, ou pas, vous devez reconnaître que Chavez était très au-dessus de Maduro. Ça, c'est parfait. En termes de charisme, en termes d'intelligence, même de gouvernance, c'était quelqu'un qui était plusieurs crans au-dessus de Maduro. Même s'il avait fait des erreurs, le PIB vénézuélien avait bien augmenté, le PIB par habitant avait bien augmenté sous Chavez, pas du tout sous Maduro, alors que les conditions étaient plus ou moins les mêmes, hein, des embargos, des sanctions, etc. Et là,
Les Américains ont frappé le mausolée d'Hugo Chavez. Donc tout le monde a dit sur X, attends, ça c'était un petit feu-fou, tu sais, c'était symbolique. Mais non, Sylvain, est-ce que toi tu vois pas plutôt une volonté de déraciner le chavisme et le bolivarisme, en gros de faire table rase, de faire que ça n'existe plus, quoi? Ah bah de toute façon, vis-à-vis de l'ensemble de l'Amérique latine, c'est la vision, alors là, de la doctrine Monroe de toute façon, hein, pas version Trump ou Trump puissance 10 ou quoi aux caisses, non. C'est sûr que la doctrine Monroe dit America belongs to Americans, et dans Americans, il a toujours été question depuis l'énonciation de cette doctrine en 1826, si ma mémoire est bonne, ou 1830, j'ai plus la date exacte, que quand on parlait de Americans, on parlait des États-Unis, on parlait certainement pas ni d'ailleurs des gens comme Simon Bolivar ou d'autres. Hein, c'était déjà un prétexte de venir dire qu'il fallait chasser les vilains espagnols, les vilains portugais de l'Amérique latine pour que ces gens aient le droit à leur indépendance. On a vu ce que les Américains, tout au long de la seconde moitié du 19e siècle, ont fait de l'indépendance de ces pays d'Amérique latine. Hein, on va pas faire un cours sur ce qui s'est passé au Mexique, notamment avec la grande révolution mexicaine à partir de 1911, où les États-Unis sont intervenus pour traquer Pancho Villa avec le général Pershing, Patton, enfin tous les grands noms de la Première Guerre mondiale de l'US Army. Donc voilà. Et après, pour soutenir les intérêts de la United Fruit, on a envoyé justement contre les sandinistes, l'armée, les Marines, etc. Donc là, aujourd'hui, si on peut effacer le bolivarisme à la Chavez, j'entendais Rubio ce soir dire que peut-être le prochain sur la liste, c'était Cuba. Parce que Rubio disait dans la conférence de presse... Exactement, rappelle-nous un peu qui est Rubio, parce que c'est quand même un néoconservateur domestiqué par Trump. Il était très anti-Trump au départ, il a été rapproché par Trump dans des négos. Explique-nous, en effet, d'ailleurs sur X aussi, les gens disaient, tu sais, il y avait des mèmes qui circulaient où tu voyais Rubio comme ça, tu sais, la tronche qu'il avait quand Zelensky était venu, tu te rappelles, hein, il avait ses yeux là, qui criaient hijo de puta comme ça, tu vois, tu sentais. Il y a des mèmes maintenant qui disent quand tu te rends compte que tu es devenu le président du Venezuela et de Cuba, tu vois. C'était en montrant Marco Rubio. Donc rappelle-nous un peu son parcours et pourquoi en effet c'est devenu l'homme fort dans ces opérations-là. Rubio, c'est le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, donc c'est lui qui gère la politique extérieure des États-Unis quand même. Hein, c'est pas un poste de petit niveau. Il est là pour lui, son agenda, c'est donc alors c'est un descendant direct d'immigrés cubains, si ma mémoire est bonne, donc qui a quitté Cuba après la destitution de Batista et la révolution nationaliste au départ de Fidel Castro, aidé par Che Guevara. Je rappelle que Fidel Castro, il a été élevé par les jésuites, il est issu d'une famille bourgeoise, il n'a pas le profil du révolutionnaire gauchisant. Il se déclarait même pas communiste au départ. Hein. Voilà, ces gens-là étaient des nationalistes. Mais Castro a pris ses distances avec les communistes au début. C'est après qu'il s'est déclaré communiste pour obtenir des financements de l'Union soviétique. Voilà, c'est ça. Donc Rubio a une dent contre tous les mouvements de dits de libération ou pas en Amérique latine. Et Cuba, c'est bien évidemment le haut de sa wishlist, si on peut dire ainsi. Donc là, il disait ce soir, de toute façon, le Venezuela doit prendre son indépendance par rapport à Cuba, parce qu'il rappelait qu'il y avait des éléments cubains qui protégeaient vraisemblablement Maduro en termes de sécurité immédiate. C'est peut-être d'ailleurs avec eux qu'il y a eu les échanges de coups de feu qui étaient évoqués par le Joint Chief of Staff américain. C'est peut-être aussi pour ça que eux ont fait le coup de feu et pas l'armée vénézuélienne ou les forces de défense territoriale, parce que elles avaient été entre guillemets achetées ou calmées à l'avance pour pas se mêler de tout ça, et que les Cubains eux ont fait le boulot un peu. Je le rappelle, il y en avait aussi autour de feu Salvador Allende en 1973. Donc lui il se dit demain c'est Cuba qui est sur la liste pour rentrer dans le rang et qu'on en finisse. La Bolivie pourrait aussi rentrer dans cette liste d'États où Trump ce soir l'a dit, il va falloir que les chefs d'État sud-américains se conforment à notre politique ou qui rendent gorge. Moi je le traduis très très violemment comme ça. Ou vous rentrez dans notre agenda et il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs ce que les gens n'ont pas compris du tout avec le retour de Lula.
Lula est un syndicaliste qui était très gentil, qui faisait pas de mal aux gens, enfin qui est un brave type, qui est un très très brave type, mais il n'avait pas une intelligence politique très importante. Les Américains ont fait ce qu'il fallait pour dégager la seule tête pensante de ce côté-là de l'échiquier brésilien, qui était Dilma Rousseff. Du coup, ils ont rendu le pouvoir à Lula, et ils ont dégagé Bolsonaro, qui quelque part aurait été plus gênant à manœuvrer et qui surtout aurait laissé l'impression qu'il était vraiment téléguidé par Washington, alors qu'en fait Lula c'est l'idiot utile parfait, et c'est pour ça que les Américains, quand il a été élu, finalement n'ont pas bronché. En plus ils ont tout un tas, comme d'habitude, de dossiers sur son compte, donc s'il ouvre la bouche, il sera tout de suite mis au banc. Donc voilà, aujourd'hui c'est tous les États qui vont poser des problèmes risquent de subir ça, et donc effectivement demain on peut assister à la même chose à Cuba, parce que Cuba maintenant est au bout du bout de ce que lui fait subir l'embargo unilatéral décidé par les États-Unis, puisque les Cubains ont voulu être indépendants, on leur a fait payer très 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 cher. Voilà, et je le dis très clairement. J'ai dans mon ascendance une de mes grandes tantes qui a marié un latifundiste cubain dans les années 30 en France. Mon père avait des cousins qui ont quitté Cuba sous la pression de l'arrivée de Fidel Castro pour abandonner la plantation, etc. Donc je connais tout ça aussi dans mon cercle familial, et néanmoins je trouve abject la façon dont on a traité l'île et ses habitants à partir du moment où il y a eu une volonté de dire voilà, ce qui sort de cette île doit revenir au peuple cubain, et certainement pas une petite oligarchie en plus qui était absolument abjecte. Les gens qui étaient autour de Batista, quand on pense que le haut clergé catholique soutenait ces gens-là, il y a de quoi vomir deux fois. Voilà, donc va y avoir probablement des secousses jusqu'à Cuba, peut-être aussi en Bolivie. Maintenant, il faudra voir quels seront les prétextes utilisés. Alors pour la Bolivie, ça semble assez clair avec la drogue. Pour Cuba, bon, il n'y a pas besoin d'en trouver. Il y en a un depuis 1959, donc c'est tout trouvé. Maintenant, ce qui est très intéressant, donc c'est cette idée, on prend le contrôle de l'État avec des gens à nous. Là, Trump parlait beaucoup du vice-président vénézuélien, plutôt de la vice-présidente vénézuélienne qui pourrait être la succession de Maduro sans que ça pose plus de problèmes à partir du moment où elle travaille main dans la main avec les États-Unis. Bon, alors on va voir s'il va falloir aussi qu'il y ait des troupes au sol, parce que Trump ce soir a été très évanescent dans sa réponse pour boots on the ground. Est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas? Moi, je pense qu'il n'y en aura pas besoin de beaucoup. Un premier point, sinon là-dessus, je t'interromps, pardonne-moi, mais c'est évidemment, est-ce que les Américains ont réussi leur passe, parce que soit le Venezuela, on en avait parlé avec Karim Amri. Je rappelle, la raison pour laquelle je suis au Portugal, c'est qu'on fait cette Learning Expedition sur ce Mauritier, la Santa Maria Novella, et on fait d'ailleurs 2 masterclass. En gros, c'est pour vous faire avoir, vu qu'on est rôlistes, Sylvain et moi, plus un en attaque, plus un en défense. Donc vous avez une masterclass plus un en attaque, c'est avec Max von Croft, l'explorateur, qui va vous apprendre l'audace et comment vous imposer dans des endroits où vous ne devriez pas être, la gouaille. Et Karim Amri, donc, qui avait fait la côte du Venezuela en solitaire à la voile, il va vous apprendre plus ça en défense, comment garder son sang-froid. Il a gardé son sang-froid face à des narcos, il a été mordu une dizaine de fois par des animaux venimeux, etc. Et dans on avait fait une petite vidéo avec Karim Amri, il y a un peu moins d'un mois. On regardait un petit peu sur la carte du Venezuela, etc. Que, bon, évidemment, la pire situation, c'était qu'il n'y ait pas de régime change, qu'il y ait une résistance qui s'organise, mais très compliquée, ou carrément que les Chinois fassent au sud de l'Orénoque, parce que vraiment, le Venezuela, c'est l'Orénoque. Tu as le nord et le sud de l'Orénoque, et au sud, tu peux installer une guérilla si tu veux. Bon, encore faudrait-il que les Brésiliens le veuillent, parce que bon, pour une guérilla, il faut une base arrière. Mais en soi, si peut-être il y avait eu, 3 ou 4 ans de préparation à cette guerre, les Chinois auraient pu emmerder un peu un président américain un peu faible, en montant une guérilla maoïste, comme ils l'ont fait en Inde, au sud de l'Orénoque. Et là, bon, on a l'impression qu'ils ont rattrapé le Venezuela d'un coup, qu'il n'y a pas le moindre début de guérilla, de picaros dans la jungle à la Tintin. On est d'accord, ça, ce scénario-là, il a l'air complètement écarté, alors qu'on vient d'apprendre ce matin ce qui s'est passé. Ce soir, on peut déjà dire qu'a priori, ce scénario n'est pas crédible, Sylvain. C'est ça. Alors après,
Ce qu'il faut voir par rapport, puisque ça va être aussi un point important, l'attitude des Russes, l'attitude des Chinois, c'est que on est aujourd'hui, ce que tout ça symbolise, ça peut paraître très paradoxal, puisque le nez dans le guidon, on se dit il y a un État qui vient de perdre son chef d'État sous la forme d'un raid rapt militaro-judiciaire. Bon, c'est une grande nouveauté, machin, les autres disent on va contrôler le pays, mais on est simplement, excusez-moi d'être aussi abrupt, on est simplement dans l'exercice de cette recomposition multipolaire dont on ne cesse de parler depuis 2022 et que Trump et Vladimir Poutine entérinent sans cesse, et même, je dirais, quelque part Xi Jinping, parce que chacun va se retrouver dans sa grande zone d'influence. Les États-Unis, donc c'est tout le continent américain depuis le Groenland, enfin le nord du Groenland et le Groenland inclus. Ouais, un point important là-dessus, je dois faire cette parenthèse. D'abord, beaucoup de gens disent que, évidemment, si Trump a été capable de faire ça, il peut bien embrayer sur le Canada et le Groenland. On en parlera après. Mais au fond, ce que tu viens de dire, tu sais, le rapt, kidnapping d'un chef d'État, l'Union soviétique le faisait, ce genre de conneries. Et donc là, on a l'impression que c'est les États-Unis qui sont devenus le pacte de Varsovie, en fait. Je te rends compte. Oui, mais alors le peut-être, c'est que quand l'Union soviétique faisait ça avec Douchek, c'était dans le cadre du pacte de Varsovie. Là, il n'y a pas de pacte d'alliance officiel entre le Venezuela ou demain Cuba ou la Bolivie avec les États-Unis. Mais est-ce que la doctrine Monroe n'est pas du coup un pacte de Varsovie qui ne veut pas s'avouer? C'est ça la question. Ah, si, la doctrine Monroe, c'est un pacte de Varsovie qui n'a jamais voulu se formaliser, parce que s'avouer si. Je parle de la doctrine Monroe, c'est-à-dire justement la. Oui, mais même Monroe, c'est pareil, cette histoire, c'est là qu'on voit le côté libéral des anglo-saxons. Il n'y a pas besoin de rédiger un traité pour dire comment on va vous cuisiner, les copains. On a dit ça allait se passer comme ça, et je rappelle, tout ça survient, ça fait un mois qu'on a eu le document de stratégie générale des États-Unis qui est tombé, où la doctrine Monroe était remise en avant plein de fois, où ce document nous disait on accepte la multipolarité, simplement on veut conserver le leadership de cette multipolarité et non plus de cet hégémon qu'on avait connu de 91 à 2002-2003. Et voilà, donc là, il y a une espèce de... Enfin, moi, je comprends que les gens... tiens, ça y est, un 3 janvier, on peut en faire de l'actualité autrement pour parler des bagnoles brûlées à Strasbourg. Ça les intéresse. Mais c'est machiavéliquement dans une continuité, tout ça. Et le fait, comme moi je le dis depuis le début, que Trump, il est là pour le pétrole, tout azimut, qu'il essaye tout ce qu'il faut, rappelons-nous, ça s'insère dans ce qu'il a fait avec Poutine à Anchorage. Est-ce qu'on pourrait revenir dans le projet qu'il y a en ce moment dans le camp de Chapka, etc. Voilà, ah oui, ok, si on arrive à trouver un deal, vous allez revenir, machin. Et donc Exxon récupère une partie du projet. Donc on n'est que dans cette affaire-là. Malheureusement, ça paraît terrible parce que voilà, on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Effectivement, on pourrait rapprocher ça de l'histoire de Douchek en Tchécoslovaquie en 68, mais et du côté occidental, donc on n'est pas habitué à ce que ça se passe comme ça. Mais je rappelle, Noriega, c'est ce qui lui est arrivé. C'était pas exactement la même efficacité, mais c'était la même idée. Et donc aujourd'hui... C'est un point aussi qu'on doit souligner, Sylvain, parce que tu dis que c'était pas la même efficacité. Pour notre audience, c'est dingue que pour Noriega, il y a eu plus de résistance que pour Maduro, quoi. Ça, c'est quand même un truc, historiquement... Il y a eu plus de résistance pour Noriega, un sous-dictateur de sous-préfecture. Tu sais, il y avait des vannes à l'époque dans les films de James Bond qui parlaient des narcos. Ils disaient, souvenez-vous, vous n'êtes que président à vie. Sous-entendu, vous êtes dans le vous n'êtes que président à vie. Et là, c'est Maduro, comme ça, c'est pas le même level. C'est quand même le chef du bolivarisme dans la zone. Il y a eu moins de résistance pour lui que pour un vieux sous-dictateur de la grenade, quoi. C'est un truc de fou. Oui, parce que le problème, c'est que tu le rappelais, il y a beaucoup de gens parmi ceux qui soutenaient l'idée du bolivarisme qui n'ont pas voulu croire ou comprendre ou je ne sais quoi que Maduro c'était pas Chavez et que Maduro malheureusement il n'était pas à la hauteur de la tâche qui lui est tombée dessus un petit peu, parce que Hugo Chavez n'était pas censé mourir aussi rapidement, aussi jeune. Il a pris le pouvoir et puis très rapidement, on
peut, sans faire des choses, enfin, sans dire des choses qui sont monstrueuses, dire que, bon, bah, il a bien profité du système pour lui, hein, plutôt que de continuer à essayer de trouver des solutions pour contourner toutes les sanctions que les États-Unis faisaient peser sur l'économie du pays, et qu'il a pas trouvé de moyens intelligents d'essayer de faire un nouveau consensus national. Donc c'est finalement pas si étonnant que ça que les gens n'aient pas eu envie de mourir pour lui cette nuit massivement. Voilà. Et en plus de ça, la différence, parce que c'est là encore le point de différence avec l'opération militaire spéciale russe, c'est que là, les Delta, ils sont arrivés au palais, ils ont récupéré l'objet, comme on dit en termes militaires, ils l'ont rapatrié, c'était fini. Pour le camarade Noriega, c'est quand même la 82e Airborne qui a fait sauter un de ses bataillons. Ils ont engagé quand même quelques milliers de types qui ont occupé Panama City. Donc là, la population... C'est quand même ça qui obligatoirement nous fait penser à un enlèvement Uber, quoi. T'as l'impression, vos Delta Force sont arrivés, monsieur, présentez-vous au coin de la rue. Voilà, enfin, on ne sait même pas s'il y a eu effusion de sang ou pas. Tant mieux si on n'a pas eu en un sens, mais ça prouve vraiment... Alors, soit la CIA classique, et ça, c'est ce que disait Alexis Cossette-Trudel, bien sûr, ils soudoient tout le monde, eux, ils ont, d'où le Palantir qui trade à 400 fois son chiffre d'affaires, ils ont les infos de tout le monde, ils ont les téléphones portables de tout le monde, ils ont, si machin, il aime les jeunes garçons ou les jeunes filles ou les trucs, ils ont la totalité des conversations WhatsApp, il n'y a pas de problème, plus que t'expliquais pour les centrales électriques avec Windows, et ils ont de quoi te retourner tout l'entourage du gars. Ok, comme ils ont fait avec Bachar al-Assad, c'est exact. Mais là, c'est quand même un cran au-dessus, t'as vraiment l'impression qu'à un moment donné, Maduro, il est arrivé, bon, bah, très bien, je vous attendais, quoi, tu vois. Ça fait quand même plusieurs mois que les tensions sont là au Venezuela, c'est pas un truc... Justement, ce qui a été intelligent dans la stratégie employée par les États-Unis, c'est que on a montré les crocs avant, avec quand même 170 morts à peu près sur les frappes qui ont touché d'abord des bâtiments au large des côtes vénézuéliennes dans leurs eaux territoriales, semble-t-il pour une partie d'entre eux. Et de l'autre côté, c'est pareil, les gens voient les choses toujours. Oui, il y a eu le réveillon de Noël et Nouvel An. Les États-Unis ont frappé les raffineries de Maracaibo. C'est comme si quelqu'un frappait le terminal du détroit d'Hormuz de l'autre côté du globe. C'est un truc énorme. Donc le message qui a été envoyé à toute la structure de l'État vénézuélien, c'est les gars, ou l'autre vous arrivez à le convaincre, parce que Rubio l'a dit au début de son intervention ce soir derrière Trump, on a tout tenté pour essayer de le ramener à la raison avant d'être obligé d'en passer par là. Et moi je pense que Maduro, ce qui prouve l'intelligence limitée que je lui prête depuis qu'il est à la tête du Venezuela, il a refusé ça. Et donc il a contraint les Américains à faire autre chose, et surtout, il a convaincu tout son entourage qu'il fallait pas crever pour sa peau, quoi, qu'il en valait pas la peine. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est-à-dire que le gars, on lui a dit, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Le gars a dit, non. Bon, les gars, hier, ils ont dit, écoute, va voir à New York si j'y suis. On va pas abîmer le pays. C'est pas nécessaire. On est des patriotes avant tout. Et ça, c'est très important parce que ça dit aussi la nature du régime. Qu'on a voulu nous présenter comme une dictature Ceausescu, non, les militaires vénézuéliens, Dieu merci, semble-t-il, dans leur immense majorité, sont fidèles à l'État et au peuple du Venezuela, fussent-ils pour certains des bolivariens convaincus. Voilà, donc tant pis pour Maduro, ils n'ont pas fait, je le rappelle, ce qu'a fait tristement quasiment l'ensemble des officiers généraux de la Wehrmacht pendant une année et demie de trop avec le Troisième Reich. Voilà, donc ces gens-là ont été quand même, semble-t-il, assez raisonnables par rapport à ça. Alors eux, en l'occurrence, ils avaient eu Valkyrie, donc on peut les excuser, entre guillemets, parce que tu avais encore cette espèce de bonne étoile d'Hitler, où tu avais l'impression que, tu sais, ces mecs étaient souvent un peu des occultistes, pas tous, mais il y en avait quand même pas mal qui étaient assez branchés. Tu sais, tu te rappelles que Hitler avait dit lui-même à Mussolini, je pense être possédé par un démon nordique. Tu sais, Mussolini, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il raconte? Donc il y avait cet aspect-là où il se disait, putain, Hitler, il a encore le truc, tu vois, il y a encore quelque chose. On compare pas Maduro à Hitler, attention. Là, on parle juste de l'entourage. Voilà, quand il s'était rendu compte que Hitler déconnait sec, il y a eu un coup d'État, mais qui a foiré, l'attentat. Là, pour Maduro, en effet, le leadership militaire s'était dit, allez, ça vaut bien le coup de tourner la page. De toute façon, on est en 2026. Le marxisme, plus personne n'y croit. Même les Chinois, ils y croient plus. Donc on n'est pas là pour ça.
Ah bah oui, c'est ça. Les gens vont pas se lancer, donc comme tu l'évoquais, dans une possible guérilla, dans des affrontements interminables qui vont appauvrir encore plus le pays, qui vont rien changer à l'effet final en recherché de ce que font les Américains, parce qu'ils vont quand même prendre le dessus à un moment ou à un autre. N'oublions pas que ce soir, il y avait un autre acteur, là on l'a pas nommé pour le moment, qui était de la partie dans le dispositif américain depuis le début, c'est l'armée colombienne. Mobiliser ses forces à la frontière avec le Venezuela. Hein, et l'armée colombienne, elle obéit aux ordres des États-Unis parce que, comme moi je l'ai expliqué là dans mon dernier bouquin qui est sorti sur la fin éventuelle de la domination américaine, c'est que les Américains n'auraient pas pu faire les opérations comme celle de Panama à la taille d'un État comme le Venezuela en débarquant le corps des Marines, qui n'a plus aujourd'hui de moyens lourds, d'artillerie, de chars, etc., pour conquérir Caracas, par exemple. Donc il fallait en passer par d'autres méthodes. Et donc là, on employait des méthodes. Donc on est d'accord, on peut dire, je replace mon micro, je fais gaffe, on m'a dit dans le chat de me replacer, on est d'accord, on peut dire que c'est une victoire low cost. Hein. C'est même une conquête low cost, quoi. Le gars, il a fait une OPA sur le Venezuela. Le mec a fait une OPA, c'est à côté Bolloré, c'est un raider de misère, tu vois. À côté, il ne sait pas faire un raid, Bolloré. Le mec a fait une OPA sur les stocks de pétrole numéro 1 au monde en 12 heures. Alors que tout le monde savait qu'il n'avait pas les moyens militaires, comme tu viens de dire, le corps des marines. Dites-nous dans les commentaires combien c'est le corps des marines. Je crois que c'est 80 000 de tête, c'est que dalle. On ne prend pas un pays avec 80 000. Et de toute façon, c'est pas 80 000 énervés, j'arrête en mode tempête du désert, attention. C'est 80 000 semi-woke, vernis à ongles, pas motivés du tout, etc. C'est quand même ça qu'il faut voir. Et le mec, on savait, tu sais, il y a toujours le côté bluff, t'as pas les cartes en main. On savait que le mec, il avait une paire de deux. Mais c'est ça qui est complètement fou. C'est comment t'attrapes le Venezuela et puis, pardon, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut reconnaître que Trump, il y a tout un tas de raisons de l'aimer ou de le détester. Mais putain, tous les gens qui ont dit qu'il était con, on est d'accord que voilà, il est sauf con, quoi. Non, mais c'est ça. Alors là encore, je renvoie à ce qu'on a pu dire du livre d'Emmanuel Todd, la défaite de l'Occident. Todd nous explique par le menu, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, comment les États-Unis sont au bout du rouleau démographiquement, au niveau de leur de tout ce qui est production d'ingénieurs, de techniciens de haut vol, etc., etc. Et donc Trump, il est là pour c'est le dernier recours. C'est Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre dernier espoir. Et pour ça, quand on est dans cette situation-là, on n'a quasiment plus que le bluff. Et le côté, l'entourloupe du businessman. Il n'est pas là non plus pour rien en tant que tel, parce qu'il faut toute cette gouaille que j'évoquais au début, qui parle beaucoup au peuple américain et très peu aux Européens, même ça nous le rend antipathique de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est que lui, il arrive, we are still the best et tout. Je rappelle, puisqu'on parle beaucoup là de Noriega, Noriega c'est à l'époque de George Bush père que ça a eu lieu, mais tout ça c'est dans la continuité des 2 mandats de Ronald Reagan, qui étaient déjà des mandats qui moi en tant qu'historien je qualifie de pré-MAGA. Ronald Reagan est venu pour remettre... D'ailleurs, Make America Great Again, c'est un slogan de Reagan au départ. Voilà, que Reagan n'a pas merchandisé, comme on dit, au point où Trump l'a merchandisé. Mais c'était ça, Ronald Reagan, c'était de dire voilà, ça fait 6 ans qu'on a pris nos valoches avec des coups de latte dans la figure au Vietnam, qu'on a été humilié en Iran avec la prise de notre ambassade, la prise d'otages, machin, qui a été gérée à l'envers par Carter et les démocrates et compagnie. Donc moi, je reviens, je vais mettre les choses à plat. On avait été presque immobilistes aussi, il l'avait dit avec l'histoire de l'invasion de l'Afghanistan en 79 et tout. Donc il était venu pour remettre de l'ordre. Et Trump, il fait la même chose, sauf qu'en 81, 82, quand Reagan fait ça, il a le vent en poupe aussi au niveau d'une partie de l'économie, pas de tous les secteurs, notamment puisqu'il va accepter la désindustrialisation des États-Unis. Et là, Trump, lui, il doit faire sans ces atouts-là. Il doit faire juste avec le côté j'ai ma gouaille, j'ai encore quelques atouts dans ma manche, les Delta, la CIA et compagnie.
D'ailleurs, ça doit être très intéressant dans le rapport de force entre le Pentagone et Trump d'un côté et la CIA de l'autre ce soir. Je pense que il doit y avoir des choses très très intéressantes qu'on connaîtra peut-être que dans 50 ans sur bon alors maintenant la CIA vous êtes content vous avez fait ça maintenant vous allez nous foutre la paix en Ukraine en gros c'est ça que je sous-entends dans mon discours maintenant Ratcliffe tu restes content de ce qui vient de se passer et tu nous laisses en Ukraine les mains libres pour faire la paix avec les Russes. Tu vas avoir des choses à faire, là ça va être intéressant, tu vas peut-être pouvoir, comme je l'évoquais, continuer sur la Bolivie ou Cuba dans les jours ou les années qui viennent. Mais voilà, Trump, il est là pour gérer une situation de défaite de l'État américain, de défaite donc en cours du pétrodollar, je l'évoquais tout à l'heure, d'un pays qui en termes d'infrastructure doit être reconstruit presque de A à Z, les ponts, les voies ferrées, les hôpitaux, etc. Et donc, pour ça, la planche à billets, je rappelle qu'avant-hier, on a la Réserve fédérale qui vient encore d'émettre des centaines de millions de milliards de dollars pour couvrir les besoins de l'économie.